Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Salut la gang! Allô? J'espère que tout le monde est en forme. Oui. Oui, je vais commencer avec deux choses assez importantes à dire. C'est que l'épisode qu'on enregistre ce soir, pour nous, c'est le 20 septembre, mais l'épisode va être disponible pour les auditeurs le 28 septembre. Il y a deux choses importantes à dire à ce sujet-là. C'est que, le 29 septembre, le lendemain, ça va faire 28 ans que Mélanie Etier est disparue. Mélanie Etier, c'est le sujet de l'épisode 1. Et puis, je vais juste souligner, c'est le 28 ans, parce qu'on espère toujours de se réveiller un matin puis d'apprendre que son cas a été résolu. Oui. Un cas quand même qui a été très difficile à entendre quand que tu me l'as raconté. Puis la deuxième chose, c'est que le lendemain du lendemain de la sortie de l'épisode, ça va être la fête à Mireille. Yay! On dit pas mon âge. Venez tous sur Facebook puis Instagram pour souhaiter bonne fête à Mireille. Avec pas qu'on dise son âge. Non, je suis vieille. T'es pas vieille, t'es super duper jeune. Je suis très vieille, je suis plus vieille que toi. Non, c'est pas grave, ça. C'est quand même vieille. Dans n'importe quelle photo de nous deux, là, tu montres ça à n'importe qui sur la terre, là, puis ils vont tous dire que c'est moi plus vieux. Mais c'est pas vrai! Non, c'est pas grave. OK. Mais nous, on va être au Festibière. Ouais, c'est juste un petit festival en ville, ici, de bière. Pas grave, c'est le fun. Ouais, j'ai hâte d'aller goûter toutes les IPA qu'ils vont avoir. On va avoir un spectacle de la chicane. Yes. Oui, donc, on a des petits shout-outs à faire, René? Oui, parce que depuis la dernière fois, on a des abonnés au Patreon. Puis c'est un des bénéfices qu'on donne au Patreon, c'est qu'on leur dit tout un beau shout-out en ondes. Yes, sir! Fait que nos nouveaux Patreons de la semaine, shout-out à Andy, À Karine, Annabelle, Camille, Mimi, Maude Gigi, et Marc-André. et bien sûr, pas un shout-out Patreon, mais on n'oublie pas Joanie. Puis son chum, je me rappelle plus de son nom, son chum. Je viens de le dire. Marc-André! Oui, c'est lui en plus. Oh, Seigneur. Pauvre Joanie. Une chance qu'elle sort des bons sports. Ah ben ils m'ont contacté, comme Joanie m'a contacté pour dire que c'était le meilleur shout-out de tous les temps. Oui. Donc là, Joanie, t'as un autre shout-out. Ah, c'est pas fini, là. Ah, Saint-René, Je vais faire sûr que tout le monde se rappelle de son nom toujours. Ça n'a pas d'allure. Puis juste pour ajouter aussi les Patreons, là, dans la dernière semaine, pour les Patreons, on a fait le premier épisode de Sur le sofa du crime. Oui, puis on se rend compte que le son, c'était pas le meilleur. On va arranger ça pour la prochaine fois. C'est toute la faute du gars du son, ça. Ouais. Je me demande c'est qui, cette tarla-là. Hey! Puis juste pour expliquer aux gens parce que clairement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoutait parce que c'était juste pour les Patreons. Patreon! Patreon, ouais. Je suis plus capable de parler à soi. Articule. C'est une émission en direct où ce que Mireille et moi, assis sur notre sofa, on regarde un épisode de True Crime quelconque en réagissant. C'est bien le fun. Fait que si ça vous intéresse de regarder ça avec nous autres, venez vous abonner sur Patreon. Puis on a de la merch. Sur le site web. Oui. C'est vrai. Sur la piste du crime.com. .com. En français, on dit .com, René. .com. God. Bon, oui, on commence-tu? J'ai vraiment hâte d'entendre ton cas parce que ça fait des semaines qu'il me parle de ce cas-là. Ah oui, je le hype à Mireille, ça fait un bout, là. Mieux d'être bon, René. J'ai jamais eu aussi hâte de te raconter un cas qu'à soir. All right, let's go. Mais non, c'est pas ça, faut que tu dises. OK. René. Oui, Mireille? Où est-ce que la piste nous amène ce soir? Ce soir, Mireille, je t'emmène en janvier 1985 à Winnipeg.
l'épouse de Philip Barnett vient de décéder une couple de semaines avant dû à des complications reliées à l'alcoolisme. Philip, qui a maintenant 81 ans, a pris soin de son épouse jusqu'à la fin. Mais là, il veut quelque chose de plus pour lui-même. Les photos reluisantes de femmes nues qui regardent sans cesse dans des magazines porno sont à peine un substitut satisfaisant pour qu'est-ce qu'il désire. Il a 81 ans! Je t'ai dit que ça te ferait réagir, hein? Ça fait une phrase, ça fait 1 minute, même pas que tu me parles, pis c'est déjà écœurant. Ça va être de même tout le long. Oh! OK, mais faut un peu de respect pour le cas quand même. Ben oui, mais je sais, j'ai du respect, j'ai juste pas de respect pour les vieux perverts. OK, normalement, je donne mes sources au début. Là, je vais les donner à la fin, puis on va comprendre pourquoi plus tard. OK. Partie 1. Une annonce dans le journal. Philippe est seul à Winnipeg. Il n'y a pas de parenté là. Il n'a jamais eu d'enfant. Puis sa femme, elle vient de mourir. Pour la première fois dans des décennies, il est seul, puis il a peur de mourir seul. Philippe a eu une belle vie, remplie d'accomplissements. Un long mariage, une bonne carrière, beaucoup d'argent à la banque. Mais ce qui lui manque maintenant, plus que jamais, c'est quoi, Mireille? Je veux pas le dire. C'est le sexe. Ouais, ça, c'est vraiment gross. Il a le droit d'avoir des désirs, lui-ci, même s'il est vieux. Non. Les désirs sexuels de Philippe étaient devenus une obsession depuis que son épouse est décédée. Il fixe les jeunes femmes sans cesse en marchant dans la rue. Philippe, c'est un macro. Ben, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'il regarde les petites jeunes. En anticipation du jour où ce que ses fantasmes deviendraient réalité, Philippe se gardait en bonne forme physique. Il pelte la neige dehors, il prend toujours l'escalier pour se rendre à son appart au 3e étage. Il pourrait facilement passer pour un jeune homme de 60 ans. Ben, sais-tu quoi? C'est quand même 20 ans de moins, c'est bon. Oh, il est en forme, il est en shape, le bonhomme. Ben, bravo. Une femme que Philippe trouve de son goût, c'est Kate Ford, la propriétaire de l'édifice où il vit. Quand il croise Kate, Philippe lui demande pour un petit bec sur la joue ou même une caresse. Il espère que ces petites choses-là mèneront à d'autres choses. Mais Kate a fait semblant de rien, elle l'ignore. Peut-être qu'une relation sexuelle avec Kate, c'est une trop grosse attente. Peut-être qu'elle voudrait plutôt lui taper les fesses au lieu, lui donner un spanking, qui se dit. Pendant un bon 3 mois, Kate a dit que Philippe lui demande de le taper sur les fesses avec sa brosse à cheveux. Même que il la récompenserait pour son acte. He would make it worth her while. Kate, elle refuse. Puis elle dira plus tard qu'elle croyait toujours que c'était juste une blague d'un vieux monsieur, peut-être un peu macro. Ew. Là, on est en 1985. Puis, ça marche pas avec Kate. Comment est-ce que Philippe va se trouver une femme? Des petites annonces. Dans le journal, Je ben oui. savais. C'était le nom de la partie aussi, là, mais... Called it. Philippe trouve dans les petites annonces du Winnipeg Sun un paragraphe qui vante l'arrivée d'une nouvelle masseuse au salon La Femme Totale. C'est une jeune femme qui s'appelle Adele Grunke. Puis là, je me suis posé la question tellement souvent comment dire ce nom-là. C'est G-R-U-E-N-K-E. J'ai décidé que c'était Grunke, mais je m'excuse si c'est pas ça. Ouais. Ben, ça sonne comme ça. J'ai trouvé l'article en question du Winnipeg Sun. Ah ouais? Voici un extrait que j'ai traduit. Tense et surtravaillée, faites un rendez-vous avec Adele Grunke pour qu'elle vous repasse. Elle est la nouvelle masseuse et réflexologiste chez La Femme Totale. Après qu'Adele ait malaxé et massé les 2 côtés de votre corps, elle utilise un masseur vibrant géant avec un gros fond plat pour repasser votre corps, des épaules aux pieds. Si rien d'autre ne peut vous détendre, ceci le fera sans aucun doute. Repasser. C'est quoi le mot? Iron. Comme littéralement, là, de Vraiment? repasser du linge iron. Oui, oui. C'est ça que c'est. Oui, oui. Ben oui, Iron, c'est repasser. Là, j'ai pas fini l'annonce. Oh, excuse. Adele avoue que ses clients masculins demandent parfois un petit quelque chose de plus. Mais... ouais. Wink, wink. Mm-hmm. Je fais semblant de pas savoir de quoi il parle, dit-elle. Les déçus ne reviennent pas. Good. Philippe lit ça, puis ben, ça fait battre son cœur vite en maudit. Lui, il veut un petit quelque chose de plus. Ouais, mais elle dit qu'elle n'en donne pas. Ben ouais, mais Puis qu'elle reviendra pas. il est excité de ça quand même. Il appelle chez La Femme Totale pour se faire un rendez-vous avec Adele Grunke, la masseuse dans l'annonce. Adele lui explique au téléphone que la réflexologie, c'est une technique d'appliquer de la pression sur des points spécifiques sur les mains et les pieds.
Philippe il est très intéressé par ça. Ça l'excite beaucoup. Il se fait toutes sortes d'idées de comment que son massage va se terminer en aventure sexuelle avec la belle petite Adèle. Mais à son rendez-vous, Philippe il est déçu en maudit d'apprendre que la réflexologie, c'est réellement une technique d'appliquer de la pression sur des points spécifiques sur les mains et les pieds. Ouah, ouah, ouah. Il voulait un happy ending. Pas de petite faveur, jusqu'à ce qu'elle finisse. Philippe est déçu qu'elle ne touche pas son jeu de cartes. Tu penses toute cochonne. Non, c'est lui qui pense cochon. Ouais, lui, il pense très cochon. Mais Philippe, il trouve qu'Adèle, c'est une jeune femme bien intéressante, puis les deux, ils jasent longtemps. Peut-être il faut juste qu'ils s'investissent un peu plus longtemps pour gagner Adèle. Il dit à Adèle que son épouse, elle vient juste de mourir, puis qu'il est maintenant tout seul. Genre, hey, moi, je suis disponible. Partie 2. Someone like you, Adèle. Adèle est née le 20 février 1964 à North Kildonan, au Manitoba. Elle a 2 frères adoptifs, Eric et Rudy. Sa mère, Joanna, est coiffeuse et son père, Michael, est menuisier. Adèle, c'est une belle jeune femme. Elle est souvent le centre de l'attention dans sa famille et dans son cercle d'amis, ce qu'elle aime beaucoup. Dans son adolescence, elle participe à des concours de beauté et elle pose pour des promotions imprimées et télévisées pour un concessionnaire automobile. Adèle commande l'attention des garçons autour d'elle. Son frère Rudy dit qu'elle est ricaneuse et pétillante, mais qu'elle peut aussi être très marabouse. Oh! Il dit aussi qu'on doit faire attention de ne pas la provoquer, car elle se choque très rapidement. Voyons donc, une ado marabouse qui choque? Impossible! Oh boy! Ce genre de choses n'existe point. Non, OK. Elle a du caractère, la Adèle. Ouais, j'offre mes excuses à mon ado en même temps. Qui se choque jamais. Et qui n'est jamais marabouse. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas de drama. Non. Adèle aussi, comme Philippe, vient tout juste de perdre un proche. Son père, Michael, après une longue bataille avec la leucémie, venait de mourir l'année précédente. Oh. Son père avait subi 5 ans de toutes sortes de traitements, sans succès. La dernière semaine de Michael avait été la pire. Il ne reconnaissait plus personne. Ça a été très difficile pour Adèle, âgée de 20 ans quand son père est mort. Adèle n'a jamais pris le temps de dire à son père toutes les choses qu'elle aurait dû lui dire. Et là, elle se sent seule et sans présence paternelle dans sa vie. Ça, c'est vraiment triste. La mort de son père laisse Adèle triste et vulnérable. Oh. Avec personne pour la réconforter, c'est à ce temps-là exact qu'elle rencontre Philippe. Il y a quasiment 60 ans de différence entre la masseuse et son client. Du point de vue d'Adèle, c'est le début de ce qui pourrait peut-être ressembler à une relation père-fille, ou plutôt une relation grand-père-petite-fille. Ouais. Puis du point de vue de Philippe, Mireille? Ouais, non. C'est vraiment pas la même affaire qu'il pense, lui-là. Là. Philippe se met à fréquenter la femme totale chaque semaine pour des rendez-vous avec Adèle. Elle applique ses talents de réflexologie sur Philippe, mais, au grand chagrin de Philippe, juste sur ses pieds. Comme vous pouvez pas voir ma réaction présentement. C'est la pire face de pas impress que... Ben c'est ça, je suis vraiment pas impressionnée. Je fais signe de non avec la tête, puis c'est vraiment... C'est décourageant. Philippe lui emporte souvent des cadeaux, des chocolats. Des fois, les deux se voient après les rendez-vous dans un café, puis ils jasent beaucoup. Philippe semble très intéressé dans la carrière d'Adèle, et un peu naïvement, elle aime ça. Mais je veux dire, c'est normal. Tu vas pas... T'as 21 ans, tu vas pas penser qu'un vieux monsieur de 81 va être intéressé de cette façon-là. Non, t'as raison. Tu penses pas à ça, là. Moi, je trouve la situation weird, mais comme elle n'est pas nécessairement weird. Ben non. Moi, sais-tu quoi? Notre ado, OK, on parle encore de notre ado, là. Notre ado, là, elle adore parler avec des personnes âgées. Elle s'intéresse à l'histoire, elle s'intéresse aux vieilles époques. Quand elle parle avec des personnes âgées, à l'hôpital, mettons, quand elle va à des rendez-vous ou des choses comme ça, centre de santé, rencontre des personnes âgées, elle adore ça. Puis parler avec son arrière-grand-père, tu sais, elle est intéressée à ça. Elle penserait jamais, tu sais, tu vas pas aller penser qu'un homme de 80 ans est intéressé dans toi. Ouais, je suis d'accord. Right? Sauf que tout le monde à l'écoute savent que ça va virer weird parce que c'est un podcast True Crime. Ouais, oui, non, je sais. Je vais juste me mettre à la place d'Adèle, comme c'est là. Ouais, je comprends ton point de vue. Ouais. Après quelques semaines, les cadeaux deviennent de plus en plus dispendieux. Ouh. Une robe en cuir de 500$.
de l'équipement scuba et un cours de plongée à l'Université du Manitoba. Ensuite, Philippe lui paye des voyages. Un voyage à Expo 86 à Vancouver, un voyage à Los Angeles, en Californie. Oh my God! Il lui a même acheté une nouvelle voiture, une Chrysler Laser. Oh! Je me rappelle pas de ça. Ben, 86, là, c'est avant qu'on remarque les chars. Non, là. je sais, mais je sais pas un nom qui me vient à la tête, une Chrysler Laser. On révèle un peu l'âge de Mireille là, en disant qu'on était... qu'on était un peu conscient de ce qui se passait en 86. Ben, pas là. vraiment, là. Philippe lui donne 1700 pièces pour qu'elle s'installe comme masseuse au salon Paolo's Hairstyling, dans un quartier riche de Winnipeg. Oh, wow. Un autre ami d'Adèle, James Fosty, aide avec la construction pour l'installer chez Paolo's. Il manque pas d'hommes qui sont prêts à faire des faveurs pour Adèle, et elle en prend pleinement avantage. Adèle, c'est véritablement la femme fatale. Wow. Ça va assez bien jusqu'à date. Hein? Ouais. C'est un petit peu weird, mais comme ça pourrait être normal. Ben non. Ben à cause qu'on le sait, qu'est-ce qu'il pense, le vieux monsieur? Ouais, du point C'est de pas vue le fun. d'Adèle. Du point de vue d'Adèle, ça pourrait être normal. Ben, sais-tu quoi? Tant mieux pour Adèle, c'est capable d'avoir toutes ces choses-là. Je parle pas de comme du vieux monsieur, mais s'il y a des hommes qui veulent l'aider, tant mieux pour elle. Go for it, girl! Partie 3. Les orteils. Oh non! Ah, je le savais. Non! Je savais que tu réagirais de Tu même. me parles pas de pied. Je m'en vais. Vers la fin de 1985, 11 mois après leur premier rendez-vous chez la femme totale, puis là, attache ta tuque, Mireille, Oh, crap. Philippe et Adèle déménagent dans une maison qu'ils achètent ensemble. Ah! Je t'ai dit d'attacher ta tuque. Voyons! La mère d'Adèle est inquiète à propos du déménagement. Hey, Elle trouve ça weird en crise. ça l'est. Mais sa mère lui prête quand même 15 000 $ pour acheter la maison, qui, en tout, coûte 89 000 $. Philippe paye la différence. C'est cher, ça, pour des années 80. Adèle assure sa mère qu'elle et Philippe sont juste des colocataires, qu'il n'y a aucun intérêt amoureux. Après le déménagement, Philippe continue de payer la traite à Adèle. Il lui donne une carte de crédit qu'elle utilise librement. Mais Adèle aurait dû savoir que Philippe la gâte pas inconditionnellement. Il n'est pas un sugar daddy asexuel sans aucune intention cochonne. Oh my God. Philippe, lui, il veut beaucoup plus que juste des petites jasettes avec Adèle. Environ 1 mois après qu'ils sont déménagés ensemble, Non. Philippe commence à montrer ses intentions beaucoup plus clairement. Là, il trouve que ça fait assez longtemps qu'il gâte Adèle, et puis qu'elle devrait lui donner quelque chose en retour. Oh. Depuis le premier rendez-vous de massage, il s'imagine toutes sortes de scénarios sexuels. Et là, l'imagination, c'est plus assez. Il supplie Adèle, puis attache Tatsuc en cours une fois. Il lui demande s'il peut sucer ses orteils. Ah! Je t'ai dit, je m'en allais. Adèle est en beau « what the fuck » par la demande. Philippe la supplie sans cesse, puis attache Tatsuc en cours, c'est pas fini. Elle va le laisser faire. Ah! Arc! Ça m'écoeure totalement. So, pour tout le monde à l'écoute, là, Mireille, elle déteste les pieds. Oh, Seigneur. Ouais, je déteste vraiment ça. Puis là, tu me mets des images dans la tête. C'est toi, là. Pourquoi t'avais hâte de me conter ça? C'est pas juste à cause des pieds. Là. Il y a plein d'autres raisons pourquoi que l'histoire est vraiment bonne. Ça va. Oh oui, c'est vraiment bon. Ah. Adèle se sent très bizarre de voir le vieil homme à ses pieds. Mais Philippe se contente de ça pour ce soir-là. Quelques jours après, Adèle part en voyage de ski avec des amis. Le voyage semble pas déranger Philippe, mais rendu à Saint-Valentin, Philippe commence à montrer des signes de jalousie. James Fosty, tu te rappelles? Celui qui avait aidé avec la construction pour installer Adèle dans le salon chez Paolo's Hairstyling? Mm-hmm. Il avait acheté une carte de Saint-Valentin à Adèle, puis une petite bouteille de parfum. Philippe avait remarqué la bouteille de parfum dans la chambre à Adèle, parce que ben oui, Philippe, il fouille dans la chambre à Adèle. Et la chicane avait éclaté. Ouais, mais elle peut bien faire ce qu'elle veut. Ah, mais là, lui, c'est un vieux vicieux, là. Ouais. Et ouais. Une semaine plus tard, Philippe et Adèle soupaient chez la mère d'Adèle. Puis là, parenthèse, what the fuck, elle l'emporte le petit vieux chez sa mère. Mais ça, je sais pour dire, pourquoi il était là, lui? Tu t'imagines-tu, Mireille? Tu sais, on l'a dit une couple de fois, là, on a une fille de 16 ans, nous autres. Dans 4-5 ans, là, elle va emmener un petit vieux de 80 ans avec elle pour souper chez nous. Non. Quoi the fuck?
Non. Moi, je le crisserais dehors tout de suite. Pourquoi que tu ton... Ah oui, hey, non, tu penses des... ouais. Le pépire. Non. Ouais. Non. Alors, retourne au club de Chevalier de Colomb, le vieux pépère, là. Hey, Chevalier de Colomb. va la faire ici. Oh, sainte. Pendant le souper, Adèle mentionne que James Fosty lui avait acheté un petit ourson. La jalousie pogne Philippe à nouveau. Pendant le souper. Pendant le souper. Hi. Il se lamente devant tout le monde que Fosty est plus important pour Adèle que lui. Adèle essaie de le faire comprendre à Philippe que Fosty, c'est juste un ami, mais sans succès. Philippe, là, c'est un gros jaloux qu'au tu n'avais pas remarqué. J'ai remarqué, mais comme... Je peux pas m'imaginer comme chez sa maman pour souper avec le petit vieux, puis elle essaie de justifier à lui que c'est juste un ami, comme ça aurait pu être son chum, puis il y a pas un mot à dire. Oh là là. Elle aurait pas dû accepter tous les cadeaux, hein? Non, c'est ça, hein. Ça. Mm-hmm. En rétrospective, là, on voit Mm-hmm. qu'est-ce qui se passe. Adèle commence à remarquer que ses amis ne l'appellent plus chez eux, au numéro qu'elle partage avec Philippe. Elle appelle, puis elle laisse des messages, mais personne ne retourne ses appels. Bientôt, elle réalise que c'est Philippe qui fait pas les messages. Il répond au téléphone, tu sais, il est là toute la journée, mais il dit pas à Adèle que ses amis ont appelé. Il s'en vient de plus en plus jaloux. Utilises-tu qu'il a oublié comme excuse? Parce que je suis vieux, j'ai oublié. Ah, je sais pas, c'est pas indiqué, là, ça fait juste dire qu'il Il est jaloux. passe pas les appels pantoute. Elle pogne à fouiller dans sa chambre encore. Elle pogne à lire son courrier. Philippe veut Adèle. Et il la veut pour lui tout seul. Les choses y avancent pas comme Philippe avait prévu. Tu sais, Adèle, elle se lance pas le corps nu sur lui pour lui montrer sa gratitude envers sa générosité. Puis de l'autre côté, Adèle semble être prête à prendre le plus d'argent possible de Philippe. Mm-hmm. C'est impossible qu'elle comprenne pas ce qui est en train de se passer. Tu sais, es-tu tellement naïve qu'elle comprend pas? Qu'est-ce que tu penses, toi, là, jusqu'à date? Elle profite-tu de lui ou est naïve? Ou un petit peu des deux? Ben, après l'affaire des orteils, là, comme, je suis sûre qu'elle a allumé un peu. Ça, c'est un gros red flag. Là. Ben, tu sais. C'est un get the fuck out flag. Là. Ouais. Puis, premièrement, acheter une maison ensemble, ça faisait même pas de sens. Comme si c'est des colocs, c'est lui qui aurait acheté la maison, puis elle va vivre là, mais en même temps, comme... Toute cette situation-là est weird. Ça fait pas de sens. Elle l'a amené chez ses parents. Ouais, chez sa mère. Son Son père est mort. Père est décédé, c'est vrai. Je sais pas. En février 86, Adèle trouve un cours de naturopathie qu'elle aimerait poursuivre, à Boulder, au Colorado. Oh boy. Elle et Philippe en discutent, disant que ça serait bon pour l'avancement de sa carrière. Philippe y accepte, puis Adèle applique au collège au Colorado et est acceptée. Maintenant, il est question de fermer son coin de massage chez Paolo's Hairstyling. Elle cherche pour un nouvel emploi. Partie 4. La maladie. Oh. Non. En avril 86, Adèle se trouve finalement un nouvel emploi, dans un établi d'équestration à Birds Hill Park, où, un mois plus tard, elle rencontre un jeune homme nommé Garth Davison. Adèle et Garth, ils s'adonnent bien ensemble, puis ils commencent à se fréquenter. Adèle dit à Garth qu'elle a une relation père-fille avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, qu'il lui a acheté une voiture, plein de linge, puis toutes sortes d'affaires. Garth ne semble pas vraiment dérangé par ça. Il pense qu'Adèle exagère un peu avec cette histoire-là, puis il donne pas trop de crédibilité à ça. Adèle cache sa relation amoureuse avec Garth de Philippe, parce que, évidemment, il est bien trop jaloux pour savoir ça. Adèle, elle se plaint de plus en plus de Philippe à son nouveau chum. Elle dit que Philippe il est très jaloux d'elle, qu'il déteste l'avoir passé du temps avec d'autres mondes, surtout des hommes. Garth remarque là, que Adèle, elle s'en vient de plus en plus blême, de plus en plus déprimée, puis elle semble avoir maigri aussi. Elle dit à Garth qu'elle se sent souvent malade. Rendue au mois de mai, Adèle dit à Garth qu'elle a probablement la leucémie, comme son père. Oh. L'état de santé d'Adèle rend son travail de plus en plus difficile. Elle n'ira pas au Colorado. Oh non! Ça fait maintenant 6 mois qu'elle habite avec Philippe, mais elle passe de plus en plus de temps au lit. Puis c'est vrai qu'elle a maigri. Ça va de moins en moins bien. Elle est réellement malade. Finalement, elle décide qu'elle veut retourner vivre avec sa mère pour se rétablir. Adèle annonce à Philippe qu'elle déménage. Comment ça va se passer, ça, Mireille?
Tu veux-tu vraiment ma théorie? Premièrement, il ne laissera pas partir, hein? Ben, il voudra pas. Il va péter sa petite coche. Puis j'ai comme une impression qu'il est en train de la rendre malade. Ben non, Philippe, il est bien content avec ça, puis il dit à Adèle, bonne chance dans ta vie. Adèle se rétablit, épouse Garth, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La fin. C'était bon ton cas? C'est bien non, t'as raison. Philippe pète un esti de coche. Il veut pas pantoute que Joanna, la mère d'Adèle, en prenne soin. C'est lui qui veut prendre soin d'Adèle. C'est lui le sugar daddy. Pourquoi qu'elle retournerait vivre chez sa mère, il se dit, quand lui, il est parfaitement capable d'en prendre soin. Il pogne une grosse chicane avec Adèle quand elle lui annonce qu'elle déménage. Ça se crie par la tête. Philippe l'accuse d'avoir fourré le chien. Il agit comme s'il est en relation amoureuse avec Adèle. Il dit à Adèle, « Penses-tu que tu vas pouvoir sortir d'ici juste de même? Que tu peux juste t'en aller puis sortir de ma vie puis que ça va finir comme ça? » Philippe dit qu'il va prendre des mesures drastiques si jamais il apprend qu'Adèle a un chum. Oh my God! Il dit, « Si tu te caches de moi, je vais faire du mal à ta mère. » La jalousie se transforme en menace. Psycho! Si tu pensais que les orteils, c'était un red flag tout à l'heure, là? Major Psycho! Ah oui, je veux pas dire rien parce que je veux pas kink-shamer personne, là, mais... Les kinks de pied, c'est pas mon affaire. Adèle en a assez. C'est clairement toxique, tout ça. Elle sort de la maison à Philippe sans ses effets personnels. Elle demande à son ami James Frosty si lui il peut aller chez Philippe pour ramasser ses choses. Elle se sent pas pantoute en sécurité chez Philippe. C'est mieux si James y va pour elle. Je sais pas, pauvre James. Le même soir, James ramasse toutes les affaires à Adèle et les emporte chez sa mère. Adèle est soulagée. Toute cette histoire-là est maintenant terminée. La fin. Ouais, sure. Ben non, of course, c'est pas fini. Une semaine plus tard, Philippe est en grande peine. Pauvre petit Pete. Hey. Il contacte Adèle chez sa mère et la supplie de revenir vivre avec lui. Il regrette tout, il pleure beaucoup, il s'ennuie d'Adèle. Il veut absolument qu'elle revienne. Non, fais-les pas. Adèle, elle veut rien savoir de lui. Good. Elle dit qu'elle va jamais retourner vivre avec lui. Philippe, là, c'est l'abuseur classique. Tu sais, il pète sa coche en grosse crise, puis une couple de jours après, il est tout de suite en essayant de regagner Adèle. Mm-hmm. Il agit pareil comme s'il serait dans une relation amoureuse avec Adèle, sauf qu'il l'est pas pantoute. C'est tout dans sa tête. Oui. OK, mais là, dans les derniers mois, Adèle est vraiment malade. Elle a perdu 15 kg, c'est plus de 30 livres. C'est plus Adèle avec la forme physique parfaite. Elle a l'air très malade. En août 86, Adèle et son chum Garth décident de se rendre jusqu'à Portland, en Oregon, aux États-Unis, pour une consultation médicale. Parce que, apparemment, il n'y a pas d'hôpitaux à Winnipeg ou c'était trop gratuit au Canada, je ne sais pas. Ouais. Ils veulent qu'Adèle soit testée naturellement dans une clinique de chiropraticien. Parce que clairement, quand tu penses que tu as la leucémie, c'est un chiro que tu veux à tes côtés. Aïe, aïe. En tout cas, je sais pas, cette partie-là est bizarre. Là. Mm-hmm. Les chiros lui recommandent un régime de vitamines qui coûte plusieurs centaines de dollars par mois. Mais il rassure Adèle qu'elle n'a pas la leucémie. Puis en plus, là, Adèle, elle va admettre à son chum Garth que toute l'histoire de la leucémie, ben, c'était pas vraiment vrai. Elle avait comme genre inventé tout ça. Elle n'a jamais eu de diagnostic. Comme oui, son père a eu la leucémie puis il est mort de ça, mais Adèle, non. Elle se sentait malade puis elle avait peur d'être malade comme son père, je pense. Je pense que c'est ça qui est arrivé, quand? Bizarre un peu. Très bizarre. Mais je comprends que peut-être que ça y est venu à la tête parce que son père il est mort de ça. Peut-être qu'elle a fait comme « Oh shit, peut-être que moi aussi j'ai la leucémie. » Ben, je pense que c'est ça. Puis comme Ouais. quand les chiros, je sais pas comment ils font pour déterminer qu'elle n'a pas la leucémie, là, mais comme aussitôt qu'elle voit un professionnel, elle dit « OK, ben, I guess c'est pas ça. » Donc, pourquoi qu'Adèle est malade, d'abord? Tu l'as dit un peu À tantôt. cause de Philippe, il la rendait malade. C'est ça, oui. Moi, tout, c'est ça, je pense. Mais tu le sais. C'est ça, je pense, parce que tu sais ton cas, tu connais ton cas, là. Ouais, parce que je l'ai écrit, c'est vrai. Mais vraiment. OK. Donc, je pense qu'elle era malade. Peut-être avec... Moi, je dirais du windshield washer. Ah, qu'est-ce que tu dis là? Oui, je pense qu'elle rend malade. Il mettait peut-être du windshield washer dans son... OK, tout, c'est les grosses théories, là, OK? Ah oui, je suis à ce point-là, parce que apparemment c'est dur à détecter, ça. Ah, hey, tu me fais peur, là. Je m'en souviens pas que c'est quoi le terme technique pour le lave-glace. Empoisonnement? Le lave-glace, là, c'est ça que je disais, windshield washer, le lave-glace Bon. pour les voitures, là.
Pour Non, tous les gens non, à l'écoute, là, si je suis pas là, dans 2 semaines, vous savez pourquoi. Là. Ben, non, tu vas être là, c'est ma fête. Partie 5. The Return of the Jalousie. Non. OK, fait qu'après son retour du Kiro à Portland, en Oregon, Adèle se met à parler à Philippe à nouveau. Devine pourquoi. Monnaie? Avec de l'argent? Adèle a besoin d'un régime de vitamines qui coûte très cher. C'est ça disait des centaines de dollars. Puis Philippe, ben, clairement, il est prêt à payer pour ça, lui. Oui, Philippe, c'est un jaloux puis il est abusif envers Adèle, mais là, Adèle n'est pas exactement une ange non plus. Adèle prend avantage de lui. Mm-hmm. Philippe accepte de lui donner 250$ par semaine pour payer pour les vitamines. C'est pas juste des multivitamines des pierres à feu, ça là. Oh non. Puis là, big mistake, Adèle. En octobre 86, en jasant avec Philippe, Adèle dit qu'elle vient de casser avec Garth. Oups. Elle avait jamais dit à Philippe que Garth était son amoureux. Oh. Philippe pète sa coche encore. Encore, ben oui. Lui, il pensait que Garth, c'était juste son collègue de travail au centre d'équestration. Il dit, « Si tu peux te donner à Garth, pourquoi que tu peux pas te donner à moi? J'ai dépensé tellement d'argent sur toi, tu me dois de l'amour. » Oh, come on. Il est incroyablement jaloux. Puis elle a fait un peu par exprès pour prendre son argent. Ben c'est ça, là. What could possibly go wrong? Ouais. Adèle est répulsée par les avances de plus en plus sexuelles de Philippe. Le plus fort qu'il essaye, le plus répulsée qu'elle devient. Elle dit « Je deviens de plus en plus malade quand que je m'imagine qu'est-ce que tu veux de moi. » C'est un peu à cause de ces mots-là que je pense qu'Adèle est malade à cause du comportement de Philippe. La mère d'Adèle, Joanna, a dit un peu la même chose. Elle remarque que sa fille est visiblement inconfortable et plus malade quand Philippe est alentour. Parce que oui, fucking weird, il continue de la visiter chez sa mère, même après le déménagement. Adèle essaie de raconter à sa mère les demandes sexuelles que Philippe lui fait, mais Joanna la croit pas trop. Elle trouve que c'est pas vraiment croyable qu'un petit vieux sans défense pourrait être un esti d'écœurant comme ça. Un petit vieux sans défense. Hi. Mais oui, c'est quelque chose qui te vient en tête quand tu penses à un peu pire, là. Ouais. Oh my God. J'ai jamais trouvé de photo de lui ou elle non plus, fait que je peux pas corroborer à qu'est-ce qu'il y a de l'air, là, mais... Adèle veut absolument que tout ça finisse. Elle décide d'en parler avec son ami James Fosty. C'est le seul à qui Adèle peut se tourner pour de l'aide. Sa mère la prend pas vraiment au sérieux, puis elle est pas vraiment proche de ses 2 frères non plus. Elle dit à Fosty que Philippe s'attend qu'elle couche avec lui et qu'elle peut pas faire ça pantoute. Fosty dit qu'elle devrait juste complètement terminer la relation, immédiatement. Adèle est d'accord, mais elle veut le dire à Philippe en personne. Le 28 novembre 1986, Philippe appelle Adèle pour exiger ce qu'elle lui doit. Oh, voyons donc. Il s'en vient très direct dans ses demandes. Il veut qu'Adèle le visite chez lui pour faire, tu veux dire? Elle veut lui annoncer que tout ça, c'est terminé. Fait qu'elle dit « OK, viens me chercher ». C'est sa chance de lui annoncer que c'est tout fini. Philippe arrive chez Joanna comme prévu pour ramasser Adèle. Adèle sort dehors. Elle porte des collants noirs, un pullover blanc, des talons hauts noirs et un manteau noir avec un collet en fourrure. Elle embarque dans l'auto à Philippe pour lui parler. L'auto recule et les deux partent. L'un d'eux ne reviendra jamais. Oh, misère! Partie 6. La voiture sur le bord du chemin. Le même soir, à 21h30, à environ 15 km au sud de Winnipeg, un camionneur aperçoit une voiture dans le fossé sur le bord du chemin. C'est étrange, il se dit. Il fait fret, mais les chemins sont pas coulants. Pourquoi qu'un char serait rendu dans le fossé quand il fait beau dehors? Le camionneur positionne son camion pour illuminer la voiture dans le fossé. Il pense qu'il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur, mais il n'est pas sûr. Les fenêtres de l'auto sont couvertes de givre. Il voit pas trop bien à l'intérieur. Il débarque de son camion, puis il cogne dans le vitre du char. Rien. Il essaie d'ouvrir la porte, mais c'est verrouillé. Le camionneur se dit que c'est probablement quelqu'un qui a trop bu et qui voulait dégriser un peu avant de continuer à conduire. Clairement, là, le camionneur, c'est pas un amateur de true crime. Parce qu'il n'y a pas un de nous autres ici qui aurait pensé ça. Non. Le camionneur part, laissant le mystère de la voiture derrière lui. 2 heures plus tard, Robert Porteous conduit sur le même chemin et aperçoit la même voiture sur le bord du chemin. Porteous n'arrête pas. Mais 2-3 minutes plus tard,
Ça le tracasse, cette voiture-là. Il tourne de bord et décide d'aller voir de plus près. Porteous essaie de voir ce qu'il y a dans le char. Mais c'est difficile, les fenêtres sont quasiment toutes pleines de glace. Il fait le tour de la voiture et finalement trouve un endroit où ce qu'il peut voir à l'intérieur. Robert voit qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Oh! Il se rend immédiatement chez lui et appelle la police. C'est en 85, il n'y a, Pas il y de a cellulaire. pas de cellulaire. Pas 86? 86, excuse, oui, on est rendu en 86, t'as raison. La GRC se rend à la voiture que Robert Porteous avait trouvée et réussissent à ouvrir la porte qui était verrouillée. Qui est dans la voiture? Philippe! La police fait la découverte d'un corps dans le siège du passager avant. Sa matière cérébrale est éparpillée un peu partout alentour. Oh non. La personne a été frappée violemment à la tête. On trouve des fragments de son crâne par terre dans la voiture, même en dessous de l'accélérateur. La police constate que, d'après les traces de pneus, la voiture n'aurait pas dérapé du chemin, mais qu'elle a plutôt été conduite très lentement à travers la neige jusque dans le fossé, là où Robert Porteous l'a trouvée. Oh my God. Sur le corps, on trouve 99 $, une carte de crédit et des clés. Clairement, cette personne-là s'est pas faite cambrioler. C'est qui, Mireille, qui est mort dans la voiture? Mais là, je sais pas, parce que c'est sur le bord du passager, puis là, j'ai pensé que c'était Philippe, parce qu'elle, elle serait peut-être débattue, puis il est vieux, mais il est en forme, ça aussi, c'est passager, c'est peut-être Adèle, finalement. Je sais pas. Il y a des clés, d'eau. La police trouve une pièce d'identité. La victime, c'est Philip Barnett. Ah! Oui, mais passager? C'est un détail important, rappelle-toi-en. Ouais, OK. Dans les poches à Philippe, il y a une carte d'affaires d'une masseuse. Son nom? Ah! Adele Grunke. Oh! Oh, 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 OK. La police se rend à l'adresse indiquée sur la pièce d'identité à Philippe. C'est son appart du 3e étage. Pas la maison qu'il partageait avec Adele. OK. C'est là où il vivait avec son épouse qui est maintenant décédée. Mm-hmm. L'appartement est très propre et organisé. Ça semble pas comme si personne vivait là. Mais la police trouve un document écrit à la main. C'est un testament écrit par Philippe, daté du 18 juillet 1986, 4 mois avant. Dans le testament, Philippe laisse tous ses biens et son argent à Adele Grunke. Very, very, very suspicious, se dit le policier. Est-ce que le vieillard a été tué pour son argent? My God. Partie 7. L'arrache-clou. Oh! Okay. Le 29 décembre, le lendemain, un policier se rend chez Adele pour lui informer que son ancien coloc est décédé. Puis en plus, sa carte d'affaires était sur la victime et son nom sur le testament. On lui demande de venir au poste de police pour les aider à élucider le meurtre. Elle accepte d'y aller, puis elle embarque dans l'autopatrouille. Pendant qu'ils se rendent au poste, Adele ne se gêne pas d'expliquer sa situation avec Philippe. Elle dit qu'elle a vécu avec lui pendant plusieurs mois, puis en plus, elle parle du testament à Philippe. Philippe m'a laissé tout son argent. Les frères à Philippe sont très vieux, puis eux autres, ils n'ont pas besoin d'argent. Oh! elle va droit au but, elle, là. Rendue au poste, la police trouve la relation entre Philippe et Adele assez bizarre, même si Adele dit que c'était juste comme père et fille entre eux. La police se dit que sûrement c'était beaucoup plus que juste père et fille. Les jeunes femmes n'ont pas l'habitude de déménager avec des hommes 60 ans leur aîné. On lui demande « Combien d'argent environ est-ce que Philippe a dépensé sur toi? » Plus qu'elle peut compter. Elle dit « Il m'a acheté une nouvelle voiture, plein de nouveaux linges. Je pourrais même pas tout le calculer. Il me donnait 250$ par semaine pour mes vitamines. Il m'a donné 1700$ pour mon entreprise de réflexologie. Il m'a payé une coupe de voyage. Beaucoup, beaucoup d'argent. » Adele explique que le soir du meurtre, le 28 novembre, elle était avec James Fosty. Elle n'a pas vu Philippe. « Je ne l'ai pas tué. Pourquoi est-ce que je voudrais me débarrasser de quelqu'un qui paye toutes mes factures? » Aucune mention d'avoir rencontré Philippe dans sa voiture. Adele rédige un document de 5 pages détaillant ses déplacements le soir du meurtre. James Fosty, qui est l'alibi d'Adele, est interrogé au poste de police. Lui dit que la journée du meurtre, il a été au centre d'achat avec Adele pour acheter des cadeaux de Noël. Ensuite, ils ont été à l'hôtel Nord Villa. Plus tard, ils ont été nettoyer sa voiture, une Grand Dam 86, dans un lave-auto. OK.
Toujours suspicious quand le monde lave le char Ouais, c'est ça. la journée d'un meurtre. Ils ont continué à magasiner pour des cadeaux, puis ensuite ils ont été jouer au pool dans un bar et manger de la pizza. En fait, l'histoire que James Fossey raconte est identique à celle d'Adèle. Mais là, pour la police, c'est clairement Adèle la suspecte numéro 1. C'est l'histoire typique de la belle jeune femme qui veut l'argent d'un vieil homme riche. C'est très suspicieux qu'elle soit sur le testament à Philippe et rien que 4 mois plus tard, Philippe soit retrouvé mort. Pour vérifier l'alibi, la police décide d'abord d'aller à l'hôtel Norvilla. Là, la police rencontre Shane Boland, menuisier et doorman pour l'hôtel. Il dit qu'un client régulier de l'hôtel, James Fossey, était venu vers 15h le 28 novembre, jour du décès de Philippe. Ça faisait plusieurs fois que Shane demandait à James s'il pouvait lui emprunter un arrache-clou. Ce jour-là, James Fossey lui dit « Certainement, pas de problème, je vais t'en vendre un. » Et il est revenu en soirée vers 20h avec un arrache-clou qu'il a vendu à Shane pour 10 $. La police perquisitionne l'arrache-clou. Ah, Shane. C'est un gars qui travaille à l'hôtel que Adèle et James Fossey ont dit qu'ils ont visité le jour du meurtre à Philippe. Puis Shane voulait l'arrache-clou? Shane, Pas il voulait un James? arrache-clou, ça faisait un bout. Weird. Puis là, ce jour-là, James, il dit « Bon, ouais, moi, t'en vends un. » OK. Okay. So, la police perquisitionne l'arrache-clou. Ouais. Les experts l'analysent et trouvent quelque chose sur l'arrache-clou, Mireille. Oh, la cervelle. Des traces de sang. C'était proche, c'était proche. Non, mais c'est... Je suis vraiment grosse, là. J'ai été un petit peu trop loin, mais il me semble que c'est ça que t'as dit tantôt, non? Oui. T'as parlé de la cervelle? Sa matière cérébrale était un peu partout dans l'auto. Oui. Ouais, c'est carré. Partie 8. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. OK, on va reculer une couple de mois avant le meurtre, au début de l'automne 86. Adèle est convaincue qu'elle est mourante de leucémie. Après la mort de son père, elle a perdu espoir dans la médecine. Puis, vivre avec Philippe l'a probablement rendue dépressive, ça s'en vient pas mal clair. C'est pour ça qu'elle s'est embarquée dans une histoire de vitamines guérissantes miraculeuses. Puis en plus de tout ça, Adèle s'est mise à fréquenter une église de chrétiens évangéliques nouvelle naissance, le Victorious Faith Center. Tu connais peut-être plus le terme anglais « Born Again Christians ». Oui. Okay. Dans cette paroisse-là, elle se confie à Janine Frovich, une conseillère et membre importante de l'Église. Elle parle à Janine de sa fausse leucémie et aussi des problèmes qu'elle vit avec Philip Barnett. Elle dit qu'elle voulait surtout une relation père-fille avec Philip, mais que lui en voulait plus. Philip est de plus en plus fréquent dans ses demandes sexuelles, mais qu'elle est un peu mal pris parce que Philippe l'aide beaucoup financièrement, puis elle ne peut pas vraiment s'en passer. Elle dit à Janine qu'elle est dégoûtée par ses demandes sexuelles, ça la rend malade. Elle confie même à Janine qu'elle serait bien contente si Philippe pourrait juste mourir. Uh-oh. If he could just drop dead. Oh. Ça réglerait bien des problèmes. En tout, elle visite Janine au Victorious Faith Center pendant environ 1 mois. Et ensuite, miraculeusement, elle dit à Janine qu'elle est guérie, qu'elle n'a plus la leucémie. Janine remarque que Philippe et Adèle assistent aux cérémonies du centre ensemble une couple de fois. Elle se dit que le commentaire d'Adèle qui aimerait que Philippe meure, c'est probablement juste une blague ou une grande exagération. Puis en plus, les deux, ils viennent à la messe ensemble à cette heure. Hein? C'est du bon monde parce qu'ils viennent à la messe. Ouais, c'est ça. Fait que Janine n'en fait pas de cas. Adèle retourne se confier à Janine une couple de semaines plus tard. Cette fois-là, c'est pour lui dire que Garth Davison venait de casser avec elle. Puis en plus, maintenant, elle a beaucoup de problèmes avec Philippe. Il avait recommencé à mettre beaucoup de pression sur elle pour qu'elle se livre à lui. Toute nue, préférablement. Oh my God. 2 jours après le meurtre, Janine Frovich apprend que Philippe a été tué dans des circonstances très violentes. Janine n'est pas folle. Elle met 2 et 2 ensemble. Elle suspecte fortement que Adèle est responsable du meurtre de Philippe. Janine et son mari Bill savent qu'ils doivent faire quelque chose. Elle appelle Adèle et lui demande si elle voudrait parler avec elle et Bill, son mari, qui est le pasteur. Adèle accepte de parler au couple. Adèle se rend chez les Frovich, puis immédiatement, pleine de remords, elle demande à Janine « Si quelqu'un aurait commis un meurtre, est-ce que Dieu lui pardonnerait? Est-ce qu'il ou elle irait en enfer? » « Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? » demande Janine.
Adèle se met à pleurer et répond « J'ai tué Philippe. » Oh! Ben, c'est un petit peu évident, là, mais... Elle admet à Janine et son mari qu'elle avait planifié de tuer Philippe parce qu'elle n'en pouvait plus de ses offenses sexuelles. Elle dit « Je voulais que ça ait l'air d'un cambriolage. Mais j'ai paniqué, ça a tout arrivé trop vite. J'ai verrouillé les portes de la voiture avant de prendre son portefeuille. » Elle a pris son portefeuille? J'ai verrouillé les portes de la voiture avant de prendre son portefeuille. OK. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont trouvé sa carte d'identité. Ils ont tout... Ouais, OK. Son argent. Ah, elle a paniqué. Bill Frovich fait des arrangements pour qu'un avocat vienne les voir le lendemain. Adèle va tout admettre à l'avocat. Elle ne peut pas vivre avec elle-même. Elle ne peut pas vivre avec le remords. Elle appelle James Fosty pour lui dire ce qu'elle va faire. Parce que, comme tu t'en doutes peut-être, Fosty, c'est son accomplice. Ben ouais. Adèle Grunke et James Fosty seront accusés du meurtre de Philip Barnett. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la crowbar a rapport là-dedans. Surtout si c'était Shane qui l'a acheté. Ça fait pas de sens. Ben, c'est que Fosty s'en est débarrassé tout de suite après qu'ils s'en ont servi. Oui, mais il a demandé de l'acheter. C'était une drôle d'adon. C'est une très belle coïncidence qu'il y avait déjà un endroit d'aligné pour vendre son arrache-clou. Ouais. Ben, c'est ça. Bizarre. Partie 9. Ce que tu me dois. Au procès, Adèle témoigne que, le 27 novembre, le jour avant le meurtre, Philippe est venu la visiter chez sa mère. Elle était malade au lit ce jour-là. Philippe veut dire de quoi à Adèle, mais sa mère, Joanna, est là. Mais lui, il veut parler à Adèle en privé. Il dit à Adèle qu'elle semble moins malade que d'habitude, qu'elle devrait être en assez bonne forme pour le rencontrer plus tard. Il lui dit « Viens me voir chez nous à 13h demain, pour me donner ce que tu me dois. » Oh my God, non! Et il part. Adèle est dégoûtée ben raide de ça, n'en peut plus. Elle appelle Fosty pour lui dire qu'elle ne peut pas s'abaisser aux faveurs sexuelles que Philippe exige. Fosty répond qu'elle doit absolument terminer la relation avec Philippe, immédiatement. Fait que le lendemain, Adèle appelle Philippe pour lui dire qu'elle se sent trop malade pour aller le rencontrer. Philippe lui répond « Tu fais juste retarder les choses. Va prendre un petit somme et puis rappelle-moi vers 16h. » Puis ben Adèle, comme une chipie, elle rappelle Philippe à 16h, au lieu de faire comme une vieille amie puis oublier ça. Oh non! Cette fois-là, Philippe veut pas manquer sa chance. Tu sais, il est au-dessus de 80 ans, le bonhomme. Il sait qu'il n'y aura plus vraiment d'autres chances dans sa vie. Il pourrait littéralement mourir demain. Il insiste très fortement qu'Adèle vienne le voir chez lui le soir même. Il dit qu'elle est aussi mieux d'être prête à lui donner ce qu'elle lui doit. Fait qu'Adèle accepte que Philippe vienne lui parler chez eux, le soir du 28 novembre 86. Elle a l'intention de lui dire que tout ça, c'est terminé. Mais elle ne veut pas aller chez Philippe. Elle le convainc de venir lui parler chez elle. Donc, il viendra chez sa mère et Adèle sortira lui parler dans sa voiture. Adèle est un peu inquiète de la situation. Elle appelle Fosty et lui raconte tout ça, encore. Fosty dit « Va pas le voir pantoute, c'est une mauvaise idée. Dis-y carrément que tu veux pas rien avoir avec lui. » Exactement. Puis Adèle, un peu naïvement, se dit comment dur que ça peut bien être de lui dire de me laisser tranquille pour de bon. Elle demande à James Fosty de la surveiller pendant qu'elle parle à Philippe. Elle veut qu'il se stationne un peu éloigné dans la rue et qu'il soit son ange gardien, pendant qu'elle explique à Philippe que tout ça c'est fini et qu'elle ne couchera jamais avec lui. Quand Philippe arrive, Adèle monte dans la voiture pour discuter. Mais Philippe part, il reste pas stationné dans la cour. Ça, c'était pas dans le plan. Philippe conduit jusqu'à un endroit en campagne, loin de la ville. Adèle le supplie d'arrêter la voiture et de la laisser sortir. Philippe refuse. C'est pas ce qu'il veut. Oh non. Lui, il veut Adèle nue. Il exige qu'elle le laisse performer un acte sexuel oral sur elle. Ah. Ils se mettent à se moquer d'Adèle. Il dit qu'il n'y a pas personne ici pour la sauver. Voyons. Il dit « J'ai gaspillé 2 ans de ma vie à te gâter le plus que je pouvais, à t'acheter tout ce que tu voulais. Si tu m'apprécierais un peu, tu comprendrais que tu me dois quelque chose. Je veux des faveurs, moi, je veux des faveurs sexuelles. » Philippe continue de relâcher toutes ses frustrations sur Adèle. Adèle veut plus être là pantoute. C'est rendu pire qu'inconfortable, c'est rendu dangereux. Elle répète « Je veux sortir, je veux sortir. » Philippe répond « Non. Puis en plus, tu aurais une sacrée longue marche toute seule dans le noir à faire. » Dans sa panique, Adèle répond « Non. Fosty nous suit depuis le début. Laisse-moi sortir. »
Adèle tente d'ouvrir la porte de la voiture, mais dans une rage, Philippe la retient. Il lui prend le bras gauche et l'empêche de sortir. Adèle est terrifiée. Par chance, elle voit à ses pieds un manche en bois. Elle le prend avec sa main droite et réussit à frapper Philippe, assez fort pour qu'il la lâche. Elle réussit à sortir de la voiture, mais elle n'a pas frappé Philippe assez fort. Lui aussi sort de la voiture, saisit Adèle de nouveau et la retient au sol en la frappant à la poitrine avec ses poings. Ah! Adèle est prise. Philippe est par-dessus elle. Il a 80 ans, mais elle est une jeune femme faible et malade. Adèle est sans défense. Le reste, elle s'en souvient plus. Elle dit avoir un blanc de mémoire dû au traumatisme. Hmm. Puis là, on est encore au procès, là. C'est tout ça qu'elle témoigne au procès. Ouais. Le psychiatre Dr. Fred Shane témoignera que, sous hypnose, Adèle lui a révélé que, après que Philippe ait embarqué sur elle pour la frapper en sortant de la voiture, elle a vu les phares d'une auto s'approcher. Elle voit des pieds arriver à la course. Ensuite, paf! Elle n'a pas vu qui a frappé Philippe, mais elle sait très bien que James Fosty les suivait. Ensuite, elle se souvient être dans la voiture de Philippe, mais c'est elle qui conduit. Philippe est là, à côté d'elle, plein de sang, et il marmonne incompréhensiblement. Adèle comprend pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle s'en va à l'hôpital? Elle se souvient pas de plus de détails que ça. Le docteur Shane dit aussi que Adèle est devenue malade pendant qu'elle demeurait avec Philippe, surtout dû à une dépression quasiment délusionnelle, causée par non seulement le stress des avances sexuelles constantes de Philippe, mais aussi dû à la perte de son père. Hmm. C'est pour ça, d'après lui, qu'elle s'était convaincue qu'elle avait la leucémie. Elle s'identifiait avec les symptômes de son père. Elle agissait comme son père. Elle voulait l'amour de son père qu'elle n'avait jamais reçu. Ah, c'est ça. J'ai lu le témoignage du Dr. Shane en cours. Il compare Adèle à une femme battue dans sa relation avec Philippe. Comme la femme battue typique, elle est restée dans la relation parce qu'elle ne pouvait pas partir. Dans le cas d'Adèle, elle s'était convaincue qu'elle avait la leucémie et avait besoin de l'argent à Philippe. Oui, elle est partie physiquement, mais l'abus mental a quand même continué. Partir physiquement, c'est pas réellement sortir de la relation pour Adèle, parce qu'elle était encore dépendante dans un sens du support financier. Elle a essayé d'en parler à sa mère, mais ça n'a pas aidé. Elle avait nulle part d'autre à aller, financièrement et émotionnellement. Le docteur Shane dit qu'Adèle est très crédible, qu'elle est franche et qu'il pense qu'elle dit la vérité. Mais en cours, c'est pas de même que ça marche. Le juge informe le jury que le docteur Shane n'est pas un détecteur de mensonges. Ils ne doivent pas prendre en considération son opinion de la crédibilité d'Adèle. Ah non, hein? L'avocat d'Adèle, lui, explique qu'elle n'est pas la plus intelligente. What? Qu'elle est un peu naïve et qu'elle s'est peut-être laissée embarquer dans une situation qu'elle aurait dû éviter. Ah, ok, je comprends. Victim blaming much? C'est ça. Elle n'est pas une Mata Hari sophistiquée, elle est juste une jeune femme ouverte d'esprit. Philippe, lui, il a vu une jeune femme vulnérable, avec ben des daddy issues, et s'est placé dans une position de pouvoir avec elle pour obtenir ce qu'il voulait. Mais tout ça, ça sert à rien. Parce qu'on s'en souvient, il y a Janine Frovich. Adèle a confessé, et rappelle-toi très bien de ce mot-là, confessé, qu'elle avait planifié de tuer Philippe. Oh, à cause elle a dit I wish he would just drop dead. La théorie de la couronne est assez merde. simple. Adèle, sachant qu'elle était bénéficiaire de presque 250 000 $ à la mort de Philippe, avait planifié de le tuer avec l'aide de son ami James Fosty. C'est pas compliqué. Janine et Bill Frovich peuvent corroborer la planification. Adèle a spécifiquement dit à Janine et Bill, 2 jours après le meurtre, qu'elle avait planifié de le tuer. Et l'arme du crime, l'arrache-clou que James Fosty a vendu pour 10 $ le soir même, avait des traces de sang. La couronne dit, si Adèle ne s'attendait pas d'aller en nulle part en voiture avec Philippe, qu'elle voulait juste parler là, stationnée, pourquoi est-ce qu'elle demanderait à James Fosty de les surveiller avec sa voiture? Aussi, un expert en taches de sang témoigne que Philippe a été frappé pendant qu'il était assis dans sa voiture, dans le siège du passager, envoyant du sang partout et dans chaque direction dans la voiture. Oh. Ce qui contredit un peu l'histoire d'Adèle, Oui. qui dit qu'elle était par terre dehors avec Philippe par-dessus elle lorsque Fosty serait venu le frapper. Puis là, je dis contredit un peu parce que techniquement, Adèle a dit
qu'elle ne voit pas ce qui se passe, puis qu'elle se rappelle Ouais. pas de tout. C'est flou. C'est très flou, oui. Le 23 octobre 1987, seulement 10 jours après le début du procès, le jury trouve Adele Grunke et James Fausti Coupable. coupables de meurtre au premier degré. Au premier degré. Ils sont condamnés à prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ah ouais, les deux aussi, hein? Ouais, je parle pas beaucoup de James Fausti Non. parce que c'est pas son cas, puis c'est pas intéressant, là, son côté, là, mais j'ai vu que tu as fait le saut quand j'ai dit Premier degré. premier degré. Ouais. Ouais, moi aussi, hein? Quoi tu penses de ça, premier degré? Ben, moi, j'imagine que c'est premier degré à cause qu'elle s'est confessée des... je me rappelle plus du nom de madame puis de monsieur, là. Janine Froelich. Janine, c'est ça. Moi, je pense pour ça qu'elle a eu premier degré, mais... Premier degré, c'est supposé être prémédité. Ben, c'est pour ça, si elle l'avait planifié. Mais l'histoire qu'elle décrit, Mhm. comme, oui, elle aurait dit « j'ai planifié de le tuer », mais ça sonne pas comme que qu'est-ce qui s'est déroulé ce soir-là, c'était quelque chose de bien planifié, là. Non, ça sonne plus comme défense. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est vrai, cette histoire-là... Si c'est vrai. Ah, c'est quelque chose, c'est une histoire, hein? C'est pas fini. Ah, shit, OK. Tu te rappelles de la confesse? Que Ben j'ai oui. dit tout à l'heure? Oui, Ben OK. Adele apporte sa cause en appel. Hmm. Ses avocats disent que sa confession était un acte religieux privilégié et que le témoignage de Froelich ne devrait pas être admissible en cour. Oh, OK. C'est comme le privilège qui existe entre un avocat et son client. Puis tout ça, ça va se rendre jusqu'à la Cour suprême du Canada. Ah, ouais. C'est important parce que sans le témoignage de Froelich, il n'y a rien qui peut vraiment montrer que le meurtre était planifié. Mhm. Puis même là, moi, je suis pas convaincu que c'était planifié, qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là. Non, puis tu sais, quand tantôt, il disait, ben oui, mais là, c'était probablement planifié parce qu'elle demandait à James de les suivre, là. Mais de la façon dont Philippe, il agissait avec elle, il était violent, il était rendu un peu fou, là. Oui, il a pas été violent, comme il l'abuse mentalement, puis il a menacé sa mère. Ouais, ben, je veux dire, c'est quand même violent. Ouais, c'est tout sauf abus physique, là, comme. Ben, jusqu'à ce soir-là. Ouais. Mais elle n'avait peur. Puis c'est normal qu'elle dise comme peux-tu nous suivre? J'y fais pas confiance, tu sais. Absolument, oui, je te comprends. À la Cour suprême, Justice Antonio Lamer, dans son jugement, écrit que la loi canadienne ne reconnaît pas aucun privilège de communication religieuse. Le jugement de la Cour suprême il est un peu plus complexe que ça, mais c'est pas vraiment pertinent ici. Donc, il n'y a pas de privilège religieux pour une confession. La sentence demeure, meurtre au premier degré. OK, attends, là. Attends. Wow. Minute. Là, je comprends pas. Parce que elle a dit ça en confidence. Puis c'est genre, comme tantôt il disait, c'est comme avocat et client. Oui, C'est censé être comme ça. c'était ça l'argument Oui, des mais ça l'est avocats à pas. Adele. C'est ça? Non. Ça l'est pas? La Cour suprême a jugé qu'il n'existe pas de privilège religieux en confession. Donc, un prêtre aurait le droit Oui, de le dire. absolument. Ah, OK. Ouais. So, j'ai dit, le jugement est un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce qu'ils disent essentiellement, c'est que le privilège entre avocat et client, c'est un privilège reconnu parce que ça fait partie du processus légal. Puis, ça peut rendre très difficile comme un procès en cours si tu peux pas faire confiance que ton avocat dira pas rien, mettons, right? Mm-hmm. Mais un prêtre ou un membre important d'une religion, il n'y a rien à voir avec la loi. Fait que si lui déclare ce qu'il entend, ça n'affecte pas le processus légal. Donc, il n'existe pas de privilège. OK. Pour tous ceux à l'écoute qui vous avez confessé des meurtres à un prêtre, là, faites attention. Ouais. Allez pas confesser vos meurtres. Fait que cette avenue-là fonctionne pas. Puis là... Partie 10. Oh! Une femme battue. Oh, là, ils vont prendre cette avenue-là. Cette piste-là. En 1995, suivant un jugement de 1990 de la Cour suprême permettant la défense de la femme battue,
Puis si je me trompe pas, c'est le cas de Angélique Lavallée. On devrait faire un épisode de ce cas-là. Toutes les femmes condamnées de meurtre avant 1990 ont le droit de faire appel à leur sentence si elles peuvent prouver qu'elles rencontrent les critères de femmes battues. Je vais essayer d'expliquer c'est quoi, vite fait, la défense de la femme battue, puis je m'excuse aux experts légaux si je le décris pas bien. Au Canada, comme la plupart des autres pays, tu as le droit de tuer quelqu'un en défense légitime, mais tu dois être en danger imminent au moment exact du meurtre. Tandis que, après 1990, la défense de la femme battue peut inclure tout l'historique de violence qu'a vécu la femme en tant que preuve de danger, sans que la femme ait été nécessairement en danger imminent au moment exact du meurtre. L'exemple parfait de ça, c'est une femme qui tue son mari abusif pendant qu'il dort. Avant 1990, le mari dort, donc la défense légitime n'est pas applicable, tandis qu'après 1990, le mari l'a battu avant, donc ça peut être une défense légitime. Ouais. C'est la question de danger imminent ou pas qui change. C'est ça. Adèle prend avantage de ceci. Son cas est référé à un comité d'examen de défense légitime, puis là, pendant la revue de son cas, Adèle révèle exactement ce qui s'est réellement produit le soir du meurtre. Son histoire ne change pas terriblement beaucoup, mais il y a des différences. Adèle dit qu'elle essayait surtout de ne pas inculper James Fosty pendant son témoignage au procès. Oh. OK. So là, je te raconte un peu à nouveau qu'est-ce qui est arrivé. OK. Le jour du meurtre, le 28 novembre 86, Philippe veut qu'Adèle vienne chez lui à 13h pour le satisfaire sexuellement. Cette partie-là est encore là. Ouais. Adèle pleure. Elle ne sait pas quoi faire. 13h arrive, puis elle se sent terriblement malade. Elle appelle Philippe pour lui dire que c'est hors de question qu'elle visite chez lui. Elle est bien trop malade. Philippe est enragé et frustré. Il dit qu'Adèle a fait juste procrastiner puis qu'elle utilise toujours sa maladie comme excuse. Il dit « Repose-toi un peu, puis appelle-moi plus tard. » Adèle, désespérée, croit que le seul moyen de sortir de là, c'est de s'enlever la vie. Oh, voyons. Le temps est parfait pour ça. Elle est seule à sa maison comme c'est là. Elle prend une arme à feu, puis elle s'envoie dans sa voiture. Elle pleure. Elle veut pas se suicider, mais c'est la seule solution qu'elle voit. Pendant qu'elle songe pendant des longues heures à son suicide dans sa voiture, James Fosty arrive, puis il s'assit dans le siège du passager à côté d'elle. Fosty dit que le suicide, c'est pas la bonne solution, puis qu'au lieu, elle devrait parler à Philippe pour lui dire que c'est terminé tout ça. Fosty demande « Est-ce que tu as parlé à quelqu'un de tes problèmes? » Puis elle dit « Oui, j'ai parlé à ma mère, mais ma mère, elle veut pas vraiment m'écouter. » Fosty réussit à la convaincre de ne pas se suicider. Puis après une longue conversation, le sujet arrive sur comment se débarrasser de Philippe. Adèle dit qu'ils n'ont jamais vraiment discuté de ça en détail, pas de vraie planification, mais que Fosty finit par lui suggérer « Fais certain qu'il se rende ici, en parlant d'une certaine rue, et qu'il conduise sur une telle route en particulier. Emmène-le là, je vais être là, je vais vous attendre. » Oh, okay. Arrange-toi pour qu'il arrête sa voiture sur le bord du chemin. Inquiète-toi pas, il dit à Adèle. Je m'occupe du reste. Adèle dit que Fosty n'a jamais dit explicitement qu'il allait tuer Philippe, mais qu'elle n'est pas folle, elle savait que Philippe était pour mourir. C'est ça. Wow. Fosty dit « Appelle Philippe pour qu'il vienne te chercher. » À ce point-là, comme dans l'interrogatoire de l'examen de revue là, pour la défense légitime, on demande à Adèle pourquoi elle n'est pas allée voir la police. C'est ça, oui. Moi aussi, je pensais à ça tantôt. Puis elle répond que personne ne la prenait au sérieux déjà. Sa mère, la conseillère de l'église et même son ancien chum Garth, tout le monde l'avait ignorée en pensant qu'elle exagérait la situation. Pourquoi d'abord est-ce qu'elle ne s'est pas sauvée partir de la ville? Mais Adèle dit que Philippe avait menacé de blesser sa mère. Elle avait réellement peur pour la vie de sa mère. Puis elle venait de perdre son père en plus. Oui, et réellement mal pris, elle se sent emprisonnée. Fait qu'Adèle appelle Philippe et lui dit qu'elle aimerait qu'il la conduise à une clinique médicale. Avant que Philippe arrive, elle cache un vieux manche de marteau en bois dans son manteau. Je l'ai pris juste au cas où, elle dit. Philippe arrive et elle embarque dans sa voiture. Immédiatement, Philippe dit qu'il croit qu'elle fait semblant d'être malade, juste pour éviter de lui faire plaisir sexuellement. Philippe continue de l'abuser mentalement pendant qu'il conduit. Adèle essaie de l'ignorer, son cerveau roule à 100 000 à l'heure.
Tout ça, c'est un cauchemar. D'être seule avec Philippe, c'est un cauchemar pour elle. Elle se sent tellement petite, tellement abaissée. Adèle aperçoit finalement la voiture à Fausti sur le bord de la route, exactement là où il avait dit qu'il les attendrait. Il passe à côté de Fausti, et Fausti se met à les suivre. Philippe dit à Adèle qu'elle s'est donnée à son chum Garth, et donc, ça serait pas trop demandé de sa part qu'elle se donne à lui aussi. Il est donc bien vicieux. J'ai investi 2 ans de ma vie et plein d'argent dans toi, il dit. Il demande encore s'il peut lui faire l'amour oral. Adèle en est physiquement malade. Elle veut vomir. Elle demande à Philippe d'arrêter la voiture pour qu'elle sorte dehors vomir. Elle dit « Ça faisait pas partie du plan, je voulais réellement vomir. » Elle sort de la voiture, ferme la porte derrière elle et s'accroupit pour vomir. Elle pense à son manche à marteau qu'elle a caché dans son manteau. Puis elle se dit « Non, je peux pas faire ça. » Puis elle lance le manche à marteau en dessous de la voiture. Fausti passe à côté d'eux, en voiture, rebrousse chemin et s'arrête le long du chemin derrière la voiture à Philippe. Philippe reconnaît James Fausti. Il sort de sa voiture, puis il se dirige vers Adèle et dit « Qu'est-ce que James fait ici? Qu'est-ce qui se passe? » À ce moment-là, il ouvre la porte du passager de sa voiture, saisit Adèle et tente de la rasseoir de force dans la voiture. Mais Adèle, elle se laisse pas faire, elle se débat. Puis en se débattant, elle tombe par terre, puis elle rejoint le manche à marteau sous la voiture. Elle réussit à frapper Philippe une couple de fois, sur la tête ou près des épaules, et pas trop certaine, mais elle dit qu'à ce point-là, il n'y avait pas de sang nulle part. Adèle est malade puis est très faible et pas terriblement forte. Philippe et elle tombent par terre. Philippe tombe par-dessus Adèle. Adèle est sur son dos. Il a dit que ça semble prendre une éternité avant que Fausti arrive. Elle voit les pieds à Fausti arriver, finalement. Elle se tourne la tête un peu, et c'est là, paf! Mais elle ne voit pas que Fausti l'a frappé. Ensuite, Fausti déplace Philippe parce qu'il était par-dessus Adèle. Il place Philippe dans le siège du passager de sa propre voiture, comme dans la voiture à Philippe, là où Adèle était assise quelques minutes avant. Adèle dit qu'elle ne constate pas les blessures à Philippe, il fait noir. Mais Philippe ne semble pas résister, son corps est mou, il est probablement assommé. Adèle, encore par terre, se dirige à 4 pattes vers la voiture à Fausti. Elle ne veut plus être là. Fausti lui crie « Drive the fucking car! » Il veut qu'elle conduise la voiture à Philippe. Elle dit « Non, toi tu conduis la voiture. » Les deux s'obstinent un peu, puis finalement, elle retourne s'assire au volant de la voiture à Philippe. Elle regarde Philippe à côté d'elle et voit que sa tête est pleine de sang. Oh, aïe, aïe. Fausti monte dans sa voiture, se rend jusqu'à côté d'Adèle dans la voiture à Philippe et lui dit « Suis-moi ». Elle fait un U-turn pour suivre Fausti dans sa voiture, mais en virant, le corps de Philippe tombe sur elle. Oh my God! Elle l'entend essayer de parler, mais rien de cohérent. Il bouge un peu aussi. Philippe n'est pas mort. Il a tombé comme la tête sur ses cuisses. Ouais. Là, genre. Adèle panique. Il y a un homme à moitié mort avec la tête sur ses cuisses. Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi je me suis embarqué? Elle pleure et regrette tout ce qui est arrivé. Peu importe ce qu'il lui a fait vivre, Philippe ne mérite pas de mourir comme ça. Elle flash ses lumières pour indiquer à Fausti qu'elle s'arrête sur le bord du chemin. Elle sort de la voiture et se met à crier à Fausti, qui lui aussi a sorti de la sienne. « Regarde-le, il est dans un très mauvais état, il parle encore. » Fausti retourne à sa voiture, ramasse un objet et se dirige vers le côté du passager de la voiture à Philippe, là où Philippe gît, à moitié mort. Elle voit Fausti ouvrir la porte et lever le bras, comme s'il allait le frapper. Elle se tourne pour ne pas voir. Adèle veut monter dans la voiture de Fausti, mais Fausti ne crie de pas rentrer, parce qu'elle est pleine de sang. Philippe avait tombé sur elle quand elle conduisait. Il veut pas de sang dans sa voiture. Il lui crie « Prends le volant de la voiture à Philippe et conduis-la dans le fossé, hors du chemin. » Elle suit les ordres à Fausti, conduit la voiture jusque dans le fossé. Et en sortant, par habitude, elle verrouille la porte. Elle enlève son manteau, que Fausti prend et place dans le coffre de sa voiture. Fausti dit « Si l'un de nous se fait prendre, on n'impliquera pas l'autre. » Adèle répond en panique « Faire prendre? On doit aider Philippe. » Mais Fausti dit non, Philippe est mort.
Tu te rappelles, il a été pour le... Ouais, ben tu te rappelles aussi... Il a été pour le frapper, mais elle n'a pas regardé. Là. Ouais, mais il disait ça aussi, l'expert, là. Ouais, c'est ça. Il a été frappé dans la voiture aussi. Sur le bord du passager. C'est ça. Puis là, c'est exactement ça qu'elle décrit. Ouais. Il était à moitié mort là. Lui, il a été rouvrir la porte. Il a donné 3-4 coups avec son arrache-clou. My God. Ouais. Frosty passe le reste de la soirée à s'organiser un alibi et à laver sa voiture. Il emporte Adèle chez elle pour qu'elle se lave. Elle est pleine de sang. Ensuite, les deux vont à un bar pour le reste de la soirée pour que des gens les voient là. Ouais, où est-ce qu'ils ont été jouer au pool? Ils ont été jouer au pool puis manger de la pizza. C'est ça, t'as une bonne mémoire, ouais. Ben, je me rappelle, t'avais dit qu'il avait été laver son auto. Oui. So, tu sais, il y a des choses semblables qui ont ressorti, comme l'histoire n'est pas terriblement différente. C'est plutôt comme qu'elle a rempli les trous qu'elle a dit qui étaient des blancs de mémoire dans le premier procès. Fait que ça, ici, ça fait toute partie de l'examen de la défense légitime qui se produit après que la Cour suprême permet la défense de la femme battue. Puis qui sait que c'est un gigantesque document qui est présenté au ministère de la Justice. J'ai trouvé ça en ligne, c'est très intéressant. Puis il y a 4-5 autres cas dedans qu'on devrait faire plus tard, là, mais en tout cas. Pour ce qui est d'Adèle Grunke, l'examen de la défense légitime ne conclut pas en sa faveur. Non? Mais l'examen, par contre, ramène sérieusement en doute sa conviction de meurtre au premier degré. Ouais, OK. Donc, c'était pas planifié. Ouais, ce qui est, I guess, comme un genre de mini-victoire pour Adèle. Oui. Fait qu'elle n'est pas libérée, mais c'est quand même bon pour elle. Ils disent essentiellement comme, ben, c'est pas vraiment premier degré, ça, ici, là. Comme peut-être premier degré pour Frosty. Ouais, je peux voir, mais ouais. C'est comme, es-tu coupable de quelque chose là-dedans? Oui, je pense que oui, mais meurtre au premier degré, non. Non, je pense pas. Non. C'est pas un cas noir et blanc, ça, là. Ouais. L'examen de la défense légitime, ça a eu lieu en 97 pour Adèle, et puis, tu sais, ça reste là, mais ils disent, ça n'aurait pas dû être meurtre au premier degré. En juin 2003, après seulement 15 ans de prison, Adèle est permise d'appliquer pour une libération conditionnelle sous la clause « faint hope », que je traduirais comme « petit espoir ». J'ai aucune idée comment ça marche, probablement relié à son examen de défense légitime. Mais une couple de mois plus tard, en septembre, la Commission des libérations conditionnelles lui accorde « full parole », une libération conditionnelle totale. Ah oui! Comme j'ai pas trouvé d'autres détails, j'assume que ça a rapport avec son examen de la défense légitime, qui considère qu'elle est peut-être un peu une femme battue. Ouais, puis c'est que c'était pas premier degré. Ouais, mais c'est ça je veux dire. Comme pour être libéré après 15 ans de meurtre au premier degré, il y a quelque chose d'assez important qui est arrivé. Là. Ben, je pense pas que ça se peut. Parce qu'elle avait eu 100 libérations avant 25 ans. Ouais, mais il y a eu... Ouais. Comme ce programme-là, Faint Hope, je sais pas si c'est juste au Manitoba ou... Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Donc, rendu en septembre 2003, et sous libération conditionnelle pleine. Wow! Hein? Aïe, aïe. Adèle va être libre pendant environ 8 ans et demi. Le 23 février 2012, âgée de 48 ans, Adèle décède. Oh non! Je n'ai pas pu trouver pourquoi, je m'excuse. T'es pas sérieux? On sait pas si elle était réellement malade? Non. Oh! Mais elle a eu 8 ans et demi de liberté. Ouais. Au moins. Elle est morte tellement jeune. 48 ans. Wow! Ouais, je m'excuse, j'ai pas plus de détails. Mais, j'aimerais juste ajouter, j'ai tombé sur le site web de son avis de décès. Et puis, les témoignages de ses proches sont très touchants. Oh. Je suis pas mal certain qu'elle avait viré sa vie de bord, qu'elle était sur le bon chemin. Je vous lis un des messages qui a été laissé à son avis de décès, vous allez comprendre. Adèle, tu étais une de mes détenues les plus promettantes. J'avais espoir en toi. Si tu n'aurais pas été sur ma surveillance, nous aurions été des meilleurs amis. J'aurais tellement voulu te connaître en dehors des murs de la prison. Repose en paix, mon ami. Je t'ai toujours considéré comme tel. Oh! C'était une gardienne de prison, ça? Oui. Oh! Il y avait une vingtaine d'autres messages là, sur le site web. Et puis, comme cela me frappait en plein visage, comme « wow ».
pour que la gardienne de prison prenne le temps de venir écrire ça, là, c'est spécial. C'est ça. Puis elle a considéré son ami. Ben, c'est comme je t'ai dit tantôt, René, c'était pas un cas noir et blanc, là. C'est dur à dire si c'était oui ou non de la défense légitime. Comme je sais qu'elle a pas... Je sais qu'eux autres, ils ont décidé que non, mais il y a beaucoup d'abus mental là-dedans, Puis elle avait ses torts, là, don't get me wrong. Elle avait ses torts là-dedans, elle aussi, mais je sais pas, j'ai comme pitié d'elle en même temps. Je sais pas. Moi, je vais te dire ce que je pense. Oui, moi, je pense qu'Adèle est 100% une femme battue. Oui, tu penses? Son comportement là-dedans, Ouais. qu'elle veuille prendre avantage de l'argent à Philippe ou pas, ça n'a pas rapport pantoute, tant qu'à moi. Parce que ça change pas le fait qu'elle était abusée mentalement par Philippe. Ben, Philippe, il branlait son argent devant elle, pareil, là. Tu sais? Oui, puis il l'a menacé. Oui. Ouais, je vais tuer ta maman, puis ouais. Comme je pense qu'aux minutes, comme tu sais, on peut permettre la défense de la femme battue en prenant en considération tout l'abus qu'elle a subi. La minute qu'on dit, ah ben, telle sorte d'abus ça compte, puis telle sorte d'abus ça compte pas, moi, je trouve que c'est pas correct pantoute ça. Il y a pas de ligne à dessiner là-dedans. Puis je dis pas qu'elle devrait être acquittée 100% de meurtre. Comme ça, c'est la décision du jury. S'ils veulent l'acquitter, fine. Ouais. Mais je veux juste dire, oui, je pense qu'elle est une femme battue. Je pense pas pantoute qu'elle méritait d'aller en prison 25 ans. Non. Puis d'être trouvée coupable de meurtre au premier degré. Ça, c'est extrême. Oui. Ça aurait jamais dû passer de même. Pareil cas. C'est un cas vraiment... Ben, ça te fait penser. C'est un cas qui te fait penser. Puis tu sais, un des arguments qui donne souvent contre les femmes battues, c'est « Ben, t'aurais dû juste partir. » Ouais. Puis ça, je trouve ça tellement affreux de dire ça. Dans son cas à elle, tu sais, l'abus n'était pas physique. Même quand elle a parti, physiquement, l'abus continuait. Parce qu'elle ne pouvait pas se sauver de l'abus. Elle était devenue, pareil comme n'importe quelle autre femme battue qui peut devenir dépendante de raisons X, Y, Z de son mari. Elle était dépendante pour d'autres raisons de Philippe. Elle se croyait malade, elle était dépendante pour ses traitements. Peu importe c'est quoi sa motivation pour prendre l'argent à Philippe, elle était dépendante quand même. Oui, puis c'est ça. Puis lui, en plus, il a dit... Il a menacé de faire mal à sa mère. Il a dit, penses-tu vraiment que je vais te laisser partir si facilement? Puis pour ceux qui ont regardé sur le sofa du crime, là, les Patreons de l'autre jour, vous avez tous entendu mon opinion que quand on entend qu'une femme a tué un homme, moi, ma première réaction, c'est qu'est-ce que l'homme y a fait pour mériter ça? Ouais, toi, tu penses ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a toujours deux côtés de la médaille. C'est ça. Comme Philippe, méritais-tu de mourir? Non. Non, mais il est coupable en crise là-dedans. Là. Oui. Non, il méritait pas la mort, c'est certain, mais tabarnouche, comme lâche un peu, monsieur. Ouais, comme il y avait tellement d'argent. D'autre, là. Tu sais, il y avait 250 000 $ en tout en héritage à laisser à Adèle dans son testament. Mm-hmm. Comme paye-toi une prostituée. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il l'a rencontré, il voulait avoir un happy ending de son massage. Ouais. Mais voyons, monsieur, là. Il y en a d'autres. Elle veut rien savoir de toi, là. Move on. Fait que c'était mon cas au sujet de Adèle Gruenke et Philip Barnett. C'était intéressant comme cas. Je suis vraiment triste qu'elle ait décédé si jeune. Oui. Ah, puis j'ai oublié. Ah non. Mes sources, parce que je ne l'ai pas dit au début. C'est vrai. Puis je ne les disais pas parce que le nom du livre révélait exactement ce qui arrivait. Là. Fait que mes sources sont le livre Women Who Killed par Lisa Priest, l'examen de la défense légitime présenté au ministère de la Justice du Canada, daté du 6 février 1997, et puis des articles du Winnipeg Sun. Nice! Merci. T'as fait une bonne job, t'as fait une belle recherche. J'essaie. C'était pas évident comme cas, hein? J'aime ça trouver des cas comme nuancés, là, qui sont pas noirs et blancs de même. Mm-hmm. Eh bien, est-ce qu'on finit ça, René? Oui. As-tu d'autres choses? Je vais rajouter, venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, comme des épisodes en direct de Sur le sofa du crime, visitez notre Patreon.
Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Si vous voulez. Il n'y a pas de si vous voulez. Pas obligé. Juste donnez-nous 5 étoiles. Ouais. On va-tu rajouter des bloopers? Je veux faire une collection de bloopers un moment donné pour les Patreons. Juste celle-là de Midnight tantôt, c'est trop drôle. Midnight, c'est notre chat en passant. Là. Ben, c'est celle qui était stock dans les fils tantôt. Carrément resté pris d'un fil de mes écouteurs puis essayer de se sauver avec mes écouteurs. Là. C'était tellement drôle. En tout cas. Donc, j'espère que vous passez une belle semaine. À plus tard. Bye! Bye!